Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Voici le programme de ce dimanche 21 juillet 2024. Tout d'abord, vous retrouverez On en parle à Taïwan et si vous nous écoutez sur Internet, vous aurez droit à notre chronique sportive dans le cadre des Jeux Olympiques présentée par Alex Desmules, suivie de 2 émissions musicales, Partitions orientales présentées par François-Xavier Boulet et Sous des cieux amplifiés par Aurélien Rosanino. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans On en parle à Taïwan. Vous êtes donc aujourd'hui en compagnie de Florian Dai, François-Xavier Boulet et de Sasa. Et on va parler de sujets... Alors Sasa et moi on s'est pas mis d'accord mais ce sera assez proche et pas très joyeux. Voilà, pas très joyeux, surtout malheureusement. Mais ça fait partie de l'actualité de la semaine, quoi. Ouais. Et pour ma part, moi je vous parlerai du soleil, de la chaleur. Un sujet léger mais qui peut coûter cher. Ah bon? Voilà. Bon, on commence par quoi? Alors, les sujets un peu plombants ou le sujet un comme peu vous joyeux? voulez. On peut commencer par un soleil de plomb. Le soleil de plomb, c'est parti. Alors moi j'ai choisi de vous parler non pas du soleil mais de l'ombre. Parce que l'ombre, ne serait-ce qu'un centimètre carré, c'est une denrée de plus en plus précieuse en ce moment à Taïwan et elle peut coûter de plus en plus cher. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que dans l'actualité de la semaine, les différents commissariats de police, à commencer par celui de Zhongli dans la super municipalité de Taoyuan, mais aussi à Kaohsiung dans le sud, ont dû rappeler à l'ordre les Taïwanais qui cherchent un petit brin d'ombre pour attendre au feu rouge par exemple, et surtout les scooteristes. J'en avais parlé d'ailleurs pendant on en parle à Taïwan ouais. sur les îlots de chaleur. Ah, oui. Et j'avais dit que c'était ce que j'avais fait une fois en France et que ma mère elle avait trouvé ça complètement fou. Je me dis mais j'ai vu ça à Taïwan. Ouais. Parce que quand il fait trop chaud, là faut dire depuis quelques semaines, on en a parlé la semaine dernière déjà, on en parle à Taïwan avec la chaleur qui bat des records. Oui, ça fait un peu plus d'un mois qu'on en parle de temps en temps parce qu'effectivement il continue à faire très chaud. C'est vrai, et cette semaine, c'est la première fois d'ailleurs qu'il y a une alerte de niveau rouge pour Taipei, Nouveau Taipei et Pingtung, donc le nord et l'extrême sud, et des alertes oranges pour d'autres. Je reviendrai sur le détail de ces niveaux d'alerte tout à l'heure. Mais quand il fait très chaud et que vous êtes dans un climat tropical et que la chaleur, elle est tout simplement brûlante, en fait même caniculaire, toute proportion gardée, et que vous êtes à scooter, même si vous êtes bien protégé, vous êtes content d'avoir un petit brin d'ombre. Et souvent, quand vous arrivez au feu rouge, vous devez attendre 1 minute 30, parfois 2 minutes, ça dépend des carrefours. Surtout qu'à Taïwan, les feux rouges sont très longs comparé à la France. Et pour trouver de l'ombre au niveau des carrefours, c'est quasiment mission impossible. Donc, ce que font les scooters, il y en a qui vont discrètement et directement se parquer sur le trottoir en attendant au milieu des piétons, parce que là, des fois, avec les arcades ou l'ombre des bâtiments, il y a un petit coin d'ombre. Puis il y en a qui n'arrivent pas jusqu'à la ligne d'arrêt du feu parce que 10, 15 ou 20 mètres avant, il y a un petit brin d'ombre, alors peut-être par un arbre, peut-être par autre chose, sur le bord de la route. C'était ça que j'avais tenté en France, mais apparemment, c'est pas très commun. C'est non seulement pas très commun, mais en plus, c'est totalement interdit, en fait. Oui. Et alors, ce qui se passe cette semaine, et j'avais jamais vu ça avant, c'est les scooters restent tournés, ils sont au bord de route, voire parfois même au milieu de la voie, puis t'as personne dessus. Il faut aller sur le trottoir à l'ombre pour trouver le chauffeur qui a quitté sa bécane pour se mettre à l'ombre, et puis en attendant comme ça. C'est rigolo ça. Parce qu'il sait qu'on peut pas mettre le scooter sur le trottoir, voire il n'y a même pas l'accès pour le monter. Du coup, lui, elle est à l'ombre et puis il laisse le scooter. Alors, je le dis au singulier, mais c'est au pluriel. Et c'est pour ça que les commissariats de police ont dit, vous cherchez de l'ombre et de la fraîcheur, c'est bien, mais n'oubliez pas le code de la route et il ne faut pas que ça empiète sur la bonne circulation. Parce que ce qui s'est passé, c'est que tu as certains scooters, ils n'ont pas vu que le feu passait au vert, ils l'ont pas pris en avance. Et du coup, quand le feu passe au vert, ça bloque la circulation parce que
t'es sur le bas-côté, ça va encore, pas... mais si t'es en double fil, voire en triple fil, parce que des fois, t'avais 3 scooters à côté les uns des autres comme ça, quoi. Là, ça bloque tout, quoi. Ouais, et puis il faut éviter les autres scooters qui sont déjà en train de démarrer, pour remonter sur son les scooter. Voitures qui arrivent derrière les scooters, parce que souvent les scooters peuvent s'arrêter à l'avant, au feu rouge, donc effectivement, ça fait du monde derrière. C'est un peu compliqué. Du coup, la police a décidé d'intervenir et de verbaliser pour montrer l'exemple. Et puis aussi, surtout, il y a le même problème pour les vélos. Avec les U-Bikes, il y a de plus en plus de gens qui prennent le vélo, même s'il fait chaud. Ça doit être encore pire, parce qu'en vélo, tu dois vraiment pédaler, quoi, par rapport au scooter. Et pour se mettre à l'ombre, il fait chaud en vélo. Et pour se mettre à l'ombre, la plupart des vélos se mettent dans les zones piétonnes, voire sous les arcades, ce qui est interdit. Et en plus, depuis le 1er juillet, on a renforcé les amendes contre cela. Et du coup, là, ils sont vraiment... très très suivi et presque surveillé, parce que du coup les policiers n'hésitent pas à sortir le carnet de PV, alors qu'avant c'était un petit rappel à l'ordre. Mais maintenant que c'est renforcé, tout le monde sait qu'on peut pas le faire. Chaleur ou pas, ils mettent facilement des amendes. Donc on est dans le record du nombre de PV distribués pour les vélos sous les arcades, mais ça commence aussi pour les scooters mal garés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Kaohsiung a décidé de faire ce que Taipei fait déjà depuis ces dernières années, en fait, c'est de modifier le temps d'attente au feu rouge pour certains carrefours pendant l'été. Donc, c'est de juillet à septembre, de 9h à 16h. Certains carrefours qui sont plus fréquentés, où normalement l'attente peut aller jusqu'à 150 secondes. Donc, ça fait un peu plus de 2 minutes 30, en fait. Enfin, ça fait pile 2 minutes 30. C'est réduit à 2 minutes, voire 1 minute 30 pour l'alternance. Et ça fait d'attendre moins longtemps en pleine chaleur, comme ça, pour les scooteristes notamment. Et puis, il y a le chef du commissariat de Taoyuan, Xu Guangqiu, qui a rappelé que, conformément à l'article 43.1, alinéa 4 de l'ordonnance sur la circulation de la route, eh bien, si vous vous arrêtez sur la voie et que ce n'est pas un motif d'arrêt d'urgence, même si c'est sur le bas-côté, donc en l'occurrence, vous quittez en plus le véhicule, c'est une deuxième infraction, vous êtes susceptible de recevoir une amende. Vous savez combien à peu près? Non, je sais pas. 1000 $1000 taïwanais pour... on s'en rapproche. 3000. L'amende minimale, c'est 6 000 $ taïwanais. Donc, c'est 180 € et ça peut aller jusqu'à 36 000 si vous avez quitté le véhicule, qui tourne et que c'est un endroit qui bloque vraiment quelqu'un. 36 000 $, c'est 1 000 €. Enfin, 1080 €, quoi. Mais si on s'arrête, par exemple, 20 mètres avant un feu rouge... C'est interdit aussi. C'est interdit aussi, et ça rentre dans ce cadre-là, ou c'est au milieu de la voie? Ça rentre dans ce cadre-là. Je pense que si on est sur le bas-côté, tu as une amende minimale et pas l'amende plafond, parce que tu gênes quasiment personne, quoi. Surtout si tu es à vélo. Mais c'est le code de la route, et j'ai jamais vu de policier verbaliser quelqu'un qui attend à l'ombre sur le bas-côté. Mais si tu quittes ton véhicule, là, oui, parce que tu peux bloquer tout le reste, quoi. C'est surtout ça qu'ils veulent lutter, en fait. Le pire, c'est quand même, je pense, les agents de la circulation, parce qu'il y en a qui sont certains à des carrefours pendant des heures. Et franchement, je ne sais pas comment ils font pour ne pas avoir d'insolation, quoi. C'est vrai. Alors, cette semaine, en tout début de semaine, je suis allé, c'était lundi précisément, au mémorial de Chiang Kai-shek pour voir la toute première relève de la garde qui avait lieu à l'extérieur et non plus dans le hall, dans la transition, enfin dans la justice transitionnelle. Et les gardes, c'est pareil, alors ça dure 10-15 minutes, mais ils sont en plein soleil. Alors toi, tu es là, tu attends. Toi aussi, tu es en plein soleil. Je commençais à avoir mal à la tête, puis là, tu n'as pas un brin d'ombre, quoi. Ouais. Et eux, tu peux en avoir sur les côtés, mais les bancs sont pris. En plus, avec le casque, les vêtements d'apparat. Et du coup, le ministère de la Défense a expliqué, ils ont une formation spéciale pour résister à la chaleur. Donc, ils ont apparemment des techniques pour mieux résister à la chaleur. Et surtout, ils ont un suivi médical pour éviter toute insolation. Et s'il y en a un qui n'est pas au top de sa forme, ils le changent, ils ne l'envoient pas au four, quoi. Moi, j'avais vu au Japon des ouvriers de la construction qui avaient des vestes avec des ventilateurs intégrés. C'était rigolo. Oui. On voit pas mal de personnes, et même à scooter, qui font ça d'ailleurs. Souvent des piétons. Et alors, ils ont le ventilateur non pas intégré, mais un petit portatif autour du cou, comme ça, qui souffle. Alors, je sais pas si ça brasse beaucoup d'air, mais même de l'air chaud, c'est toujours agréable. Parce qu'on le disait cette semaine, tout à l'heure au début de cette chronique, qu'on est en alerte rouge à Taipei. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 3 jours d'affilée, c'est un barème qui a été mis en place par le bureau de météorologie en 2020,
face aux chaleurs de plus en plus fortes ces dernières années. Et du coup, il y a 3 niveaux d'alerte chaleur ou canicule à Taïwan. Le niveau jaune, c'est quand on atteint plus de 36 degrés Celsius. Donc, il faut vraiment faire attention aux déplacements extérieurs, à ne pas être en plein soleil, boire de l'eau, les personnes âgées surtout, etc. Les enfants, pareil. Le niveau orange, c'est quand ça dépasse 38 degrés Celsius ou alors si ça dépasse 36 degrés pendant 3 jours d'affilée. Et ça, c'est le cas depuis 2-3 semaines dans la plupart des villes et comtés de Taïwan, sauf le centre, à Nantou, les zones de montagne où la température est un peu plus clémente, surtout en altitude. Et le niveau rouge, c'est celui qu'on a dans le bassin de Taipei et dans l'extrême sud, c'est 38 degrés pendant 3 jours consécutifs. Alors les auditeurs qui nous écoutent vont peut-être dire 38 degrés, ça va encore, quoi. Il y a pire. On ne parle pas de canicule à moins de 40 degrés chez nous. Mais ici, il y a l'humidité en plus. Voilà. Et le ressenti à Taipei depuis cette semaine, c'est entre 46 et 47. Bon, après, le ressenti en plein soleil, quoi, en général. D'après les mesures du bureau de météorologie, quoi. À part justement les agents de circulation et la relève de la garde, tu restes pas en plein soleil pendant très longtemps. Mais bon. Et j'ai vu sur les chantiers. Pour venir chantiers... ici, je viens en vélo et c'est un bon quart d'heure. Il y a des zones d'ombre, mais il y a aussi pas mal de zones de soleil et je sens qu'il fait très très chaud. Ah oui, ça c'est sûr. On sent que ça brûle même, tout de suite. Quand on sort faire ses courses, pour les personnes qui ont des chiens qui veulent sortir faire un tour, il y a quand même besoin d'être à l'extérieur, au moins pour des durées relativement courtes, mais on sort quand même un petit peu dehors. Enfin, et j'ai vu les gens qui travaillent sur les chantiers de construction. Alors souvent, aux heures de canicule comme ça, à midi, ils font une grande pause, ils commencent tôt le matin et terminent plus tard le soir. Mais j'ai vu qu'ils ont des parasols intégrés sur les pelleteuses, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, ils travaillent à l'ombre. C'est du bricolage fait maison, mais je pense que c'est vraiment nécessaire pour eux, quoi. Voilà. Pour la partie de l'ombre qui peut coûter cher à Taïwan, surtout pour les scooteristes. Merci. On entre maintenant dans la partie un peu moins joyeuse. Oui, parce que vous avez dit que c'est des sujets graves, mais vous n'avez pas dit encore ce que c'est exactement. Peut-être que je commence du coup avec une étude qui est sortie récemment, commanditée par le ministère de la Santé et du Bien-être. En fait, c'est la première étude sur les violences sexuelles en ligne ou digitales. Donc, voilà, c'est pas que en ligne, mais c'est tout ce qui est numérique aussi. Numérique aussi, ouais. Donc, c'est la première fois qu'une telle étude est faite à Taïwan. Et l'objectif était de comprendre un peu les modes de violence qui existent, leur gravité, la prévalence de ces violences et l'impact que ça a sur les victimes. Alors, à vue de nez, combien est-ce que vous diriez de pourcentage de la population qui a été confrontée au moins une fois dans sa vie à Taïwan ? Si t'en parles, c'est que c'est sans doute assez élevé par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Je ne sais pas ce que vous imaginez. Je m'en rends pas du tout compte. Moi, j'ai lu l'information, donc je sais déjà, mais je ne pensais pas que c'était autant, donc tu peux dire. Allez, plus que 20%, mais si vous dites autant, c'est 1 sur 2, non ? Dans les personnes interviewées, donc, de celles qui ont répondu, il y avait 5030 réponses de gens entre 18 et 74 ans. Pour cette enquête. Pour cette enquête qui était faite entre octobre et novembre 2023. C'est pas 20%, mais 60% de la population qui a été confrontée au moins une fois dans sa vie. Et 47% au moins une fois dans la dernière année écoulée. Donc c'est assez récent donc, aussi. Donc c'est assez récent et c'est près de la moitié de la population. Donc voilà, c'était très important de faire cette étude qui a été réalisée sur les réseaux sociaux, Facebook, Dcard, PTT, Instagram et Line. Donc ce sont ceux qui sont le plus utilisés à Taïwan. D'accord. Et est-ce que ça touche surtout les jeunes par exemple ou c'est tout âge confondu ? Alors justement, j'étais assez surprise de voir que l'enquête ne portait que sur les gens de 18 à 74 ans parce que les personnes, ils peuvent y être confrontés même avant 18 ans. Mais voilà, pour les répondants, en tout cas, ils n'ont pas collecté les réponses de plus tôt, même si après, ils ont intégré le fait que ces personnes-là aient pu en être victimes avant leurs 18 ans. Et ils ont fait par tranche d'âge quand même sur cette... Ils ont fait par tranche d'âge, donc les personnes qui sont le plus confrontées. Deuxième tour de devinette. 18-29 ans. Non.
Bah, moi, j'aurais dit la même chose, donc je sais pas. 30-39 ans, D'accord. 30, ah ouais, la Ouais. deuxième classe. 71%. Mhm. Ouais, c'est énorme. C'est ça, ouais. Donc en deuxième, c'est les 25-29 ans qui arrivent. Et en troisième, c'est 40-49, Mhm. avec 67 et 63%. Ouais, ça reste des taux élevés, Ça même, reste des même taux pour ces élevés. catégories d'âge. Hein. Et la catégorie la moins touchée, c'est les 65 à 74 ans, donc la catégorie la plus élevée parmi les personnes qui ont répondu. Oui. Et c'était quand même 43%, ce qui D'accord. reste énorme. Mhm. Et du coup, il y a des mesures qui vont être prises ou il y a une réflexion qui a été menée suite à ça? Alors pour l'instant, pas du tout. Là, c'est vraiment juste les résultats de la première étude qui sortent. Mhm. Donc ça va encore prendre un petit peu de temps pour voir comment tout ça est intégré. Mhm. Mais vu que c'est fait par le ministère de la Santé, on imagine qu'il y a forcément quelque chose qui va suivre, en effet. Voilà, il y a eu récemment pas mal d'amendements mesures, aussi ouais. des lois par rapport aux violences sexuelles parce qu'il y a eu plusieurs scandales avec notamment des images pornographiques impliquant des mineurs Oui. achetées, revendues, visionnées en ligne, remises en ligne et après qu'elles aient été enlevées. Donc c'est en cours, enfin, c'est un sujet dont on parle à Taïwan en ce moment. Mhm. Et cette enquête vient donner une vue plus globale du problème, et en particulier, oui, c'est ça, de ce qui se passe de manière beaucoup plus générale et pas juste un seul cas et un seul problème. Voilà. Bah, c'est quand même des choses qui sont pas tout à fait pareilles, quoi. D'un côté, ça c'est plutôt sur les réseaux sociaux. L'enquête a été faite sur les réseaux sociaux. Mais je veux dire, c'est si les personnes ont été, pris à partie pour des raisons sexuelles sur les réseaux sociaux, c'est ça? C'est pas qu'ils ont filmé des films pédopornographiques. Oui, ça reste un c'est domaine pas différent, quand même, c'est ouais, clair. ça c'est quand même reste un deux choses domaine différentes. différent, Mais même ouais. si c'est inquiétant dans les deux cas. Mais, à fait. Alors justement, j'allais y venir parmi les types de violences qui étaient recensés. Donc il y a le fait que des photos ou vidéos aient été prises avec ou sans le consentement de la personne et parfois diffusées aussi plus tard, ou bien que ça devienne un mème, que ce soit parfois pris en cachette dans le couple, à la maison, des vidéos, des rapports sexuels qui sont ensuite utilisés soit pour du chantage, soit pour... Comme des sextapes, quoi. Voilà. Mais ça inclut aussi les discours haineux, le harcèlement scolaire, donc à tous les niveaux scolaires d'ailleurs, les moqueries à caractère sexuel ou bien de genre. Et les personnes LGBT, donc lesbiennes, gays, bi, trans ou queer en général, sont très touchées puisqu'elles vont plus souvent en ligne chercher une communauté, des repères ou des informations quand leur environnement proche ne fournit pas ce soutien. Et donc, elles sont aussi beaucoup plus exposées à la violence sexuelle en ligne. Et en fait, parmi les populations les plus touchées, en fait, ce sont les jeunes hommes gays qui sont les plus susceptibles d'être confrontés à ces types de violences. Et c'est très difficile pour eux de chercher de l'aide, aussi du fait qu'ils ne soient pas forcément sortis du placard, que les gens de leur entourage ne sachent pas qu'ils soient homosexuels et qu'ils n'aient pas envie de le dire. Et donc c'est à la fois difficile de partager le fait qu'on est victime de ces violences, et il y a un manque d'empathie de la part de la société en général qui est ressorti de cette enquête. Donc il y a pas mal de peur aussi sur comment est-ce que ces violences peuvent être gérées après coup. Et une personne disait, Lin Zhuoxuan, qui est un travailleur social de l'association taïwanaise pour le bien-être des enfants et adolescents, a souligné le fait que les victimes de cette violence digitale basée sur le genre demandent vraiment beaucoup de temps pour se récupérer psychologiquement. Et il y a vraiment besoin de soutien à long terme pour accompagner toutes ces personnes-là. Et ça a encore une grande lacune aussi dans le système. Voilà, ouais. Tout cet accompagnement nécessaire. Donc c'est ça, cette enquête-là, c'est pas vraiment pour comment punir les auteurs de violences, mais plutôt pour voir quelles sont les victimes, qu'est-ce qu'elles vivent, quel type de violence elles vivent et comment ça se passe. Donc il y avait cette enquête générale et ensuite il y a eu 22 entretiens en profondeur qui ont été réalisés avec 8 hommes et 14 femmes entre 19 et 60 ans. Et parmi ces 8 hommes, 7 étaient homosexuels. Donc ça montre aussi un peu la proportion des personnes qui sont
qui sont ciblés en fait par ces violences aussi. Voilà, donc ça c'est... Voilà, je pense que effectivement c'est un problème qui est très important, qui est beaucoup plus répandu que ce à quoi on s'imagine. Et c'est vrai que le fait d'être exposé, par exemple, à des images sexuelles, ça arrive à beaucoup de femmes de recevoir les fameuses dick pics, ou ça, ou... Je veux dire, il y a certaines choses qui sont presque devenues tellement banales qu'on passe très vite à autre chose, alors que ça reste quand même quelque chose de non désiré, de violent, d'intrusif. Et c'est ça qui est intéressant avec cette étude, c'est de se dire, est-ce que justement ça va pas permettre de ne pas rendre cette chose banale, au contraire de tout faire pour lutter contre aussi, quoi. Oui, déjà de dire que non, c'est pas normal, c'est pas une technique de drague, arrêtez de faire ça. Et puis voilà, voir quel impact ça a aussi, je pense que c'est important. Tout à fait. Alors, on va enchaîner avec le troisième sujet qui est lié, puisque là, on parle notamment des problèmes d'agression sexuelle sur des enfants. Donc, c'est encore pire, disons, au niveau psychologique. Et il y a eu un cas, en fait, qui a mis en émoi l'opinion publique taïwanaise depuis quelques mois et notamment depuis quelques jours en raison, selon les parents, du manque de réaction de la mairie de Taipei. Alors, le cas, il est assez compliqué. Je vais essayer de simplifier un petit peu. Mais en fait, les faits se sont passés dans un jardin d'enfants à Taipei, donc des enfants qui étaient âgés de 2 à 5 ans. Et déjà, dès 2022, des parents avaient en fait déposé de premières plaintes auprès de la police, notamment en ce qui concerne le fils de la directrice, qui aurait fait des attouchements sexuels sur les enfants. Donc, il a été mis en examen en août 2023 pour attouchement sur 6 enfants. Et le verdict, il est attendu donc, au pénal dans un mois. Et en parallèle, il y a aussi une enquête sur une autre affaire qui implique la même personne sur 20 enfants aussi. Mais donc ça, c'est pour la partie pénale. Et les parents se plaignent aussi de la manière dont cette affaire a été traitée par la mairie de Taipei. Parce que quand ils ont porté plainte en 2022 auprès de la police a transféré le dossier au bureau des affaires sociales de la mairie de Taipei, qui a indiqué avoir informé le bureau de l'éducation de la mairie. Et on ne sait pas vraiment si ces bureaux ont suivi les recommandations du ministère de l'Éducation, qui indiquait qu'il y avait un mécanisme de traitement de ce type de dossier. Notamment, la mairie aurait pu demander, même si ce n'était pas obligatoire, mais à ce que la personne qui était visée par ces accusations prennent congé en fait de ses fonctions pendant l'enquête. Ce qui aurait été logique. La moindre des choses. Surtout qu'il n'y avait pas qu'une plainte, quoi, quand même. Ça n'a pas été fait. Et ça n'a pas été fait. En fait, cette personne a été démise de ses fonctions seulement le 1er octobre 2023. Donc plus d'un an après la première plainte. Une fois plainte. que ça a commencé à faire du bruit dans les journaux. C'est ça. Tout à fait. Et 3 mois après la deuxième plainte. Donc, après, bon, il y a plein de détails. Je peux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est assez compliqué. Et en fait, les parents s'étaient plaints aussi en août 2023, donc avant que cette personne soit démise de ses fonctions, auprès de la mairie, en disant que le bureau de l'éducation n'avait pas vraiment avancé sur le sujet. On avait l'impression qu'il n'y avait pas d'enquête. Et là, le bureau de l'éducation a nié, en fait, a dit qu'en fait, non, c'était pas eux, c'était le bureau des affaires sociales. Donc déjà... on se renvoie la balle. On se renvoie la balle. Et donc, pourquoi je vous parle de cette affaire aujourd'hui ? C'est parce que cette semaine, les parents ont fait une conférence de presse pour rappeler qu'il y a eu des manquements du côté de la mairie de Taipei, donc notamment le fait qu'ils n'aient pas démis de ses fonctions cette personne assez rapidement, et ils pensent du coup que c'est pour cette raison qu'il y a eu une deuxième plainte en fait,
qui concerne quand même 20 enfants. Ensuite, les parents n'ont jamais eu accès aux images vidéo de ce qui se passait dans cet établissement. Ils n'ont pas réussi à y avoir accès aux caméras de surveillance. Et ils ont également accusé ou soupçonné le personnel de ce jardin d'enfants de couvrir ce qui s'est passé, parce qu'en fait, personne n'avait... Donc, ils estiment que le personnel était plus ou moins au courant, du coup. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. C'est totalement grave. Et en plus, ils ont écrit plusieurs fois au maire de Taipei qui n'avait pas répondu. Alors finalement, le maire de Taipei a répondu quand même après la conférence de presse jeudi dernier. Un peu forcé. Voilà. Donc le maire de Taipei, Jiang Wan-han, a répondu qu'en fait, quand ils avaient reçu la première plainte en 2022, apparemment, la justice et la police étaient intervenus et avaient conclu qu'ils n'avaient pas inculpé le sujet encore, le suspect, pardon, à ce moment-là. Mais que quand ils ont été informés de la deuxième plainte en juillet 2023, finalement, la mairie a réagi. En 3 mois, ils ont suspendu le suspect de ses fonctions. Ils l'ont sanctionné et ils ont interdit qu'il soit employé par des établissements scolaires et ils ont aidé les familles à transférer leurs enfants vers d'autres établissements et ils ont fermé ce jardin d'enfants. Voilà, donc je ne sais pas si cette réponse va vraiment satisfaire les parents. En tout cas, si c'est un peu vrai, que après la première plainte, c'est la justice et la police qui a travaillé, du coup la mairie n'y était pas. On peut lui accorder crédit, mais si c'est vrai, c'est grave de voir que le travail n'a pas été bien fait du côté de la justice. Concernait déjà 6 personnes, c'est ça ? Tout à fait, oui, ça c'est pas très clair parce que donc, au mois d'août, il y aura le résultat de la plainte au pénal. Donc il y a quand même Après, c'est vrai que ça prend du temps. Mais je sais pas à partir de quand il a été vraiment inculpé par la justice, etc. Donc, mais même si ça prend du temps, même s'il y a une seule plainte, déjà c'est connu que les agresseurs d'enfants s'attaquent rarement qu'à un enfant. Et même si c'est un seul enfant, c'est suffisant pour qu'il ne soit pas laissé en contact avec son agresseur au quotidien. C'est pour ça que les parents ont fait cette conférence de presse pour demander si la mairie de Taipei essayait de couvrir en fait, ce qui s'était passé, parce que c'est pas normal normalement. Ouais, tout à fait. Et donc les parents ont aussi critiqué le fait qu'en mars 2024, donc c'est il n'y a pas très longtemps, dans un communiqué de presse du bureau de l'éducation de Taipei qui parlait de cette affaire, ils ont caché le nom du suspect, alors que normalement, selon la loi taïwanaise, ils n'auraient pas forcément dû, parce qu'ils l'avaient déjà mentionné par exemple précédemment, sur la liste des personnes qui ne pouvaient pas être employées dans des établissements scolaires. Donc les parents se sont demandé pourquoi, par la suite, ils ont quand même essayé de cacher le nom de cette personne. Alors, le yuan de contrôle a été saisi et effectivement, il s'est rendu compte qu'il y a eu des contradictions et il est en train de mener une enquête sur l'attitude du bureau de l'éducation de la mairie de Taipei et sur même les procureurs de Taipei. Comment ils ont géré cette affaire pour savoir s'il n'y a pas eu des problèmes aussi de procédure. Et donc le yuan de contrôle essaye aussi de travailler sur des normes concernant ces cas d'agression sexuelle sur mineurs par rapport à ce qui peut être dit dans les médias. Est-ce que les noms des personnes peuvent être rendus publics ou pas ? Les noms des victimes, bien sûr que non. Les noms des agresseurs, surtout s'ils avaient déjà été rendus publics avant. Et le nom de l'école, je veux dire, à un moment, c'est pas l'agresseur qu'il faut protéger. C'est en contradiction. Mais malheureusement, dans beaucoup de pays, et pas qu'à Taïwan, souvent en raison, en fait, on prend le prétexte que ça touche des mineurs. Pour, ne serait-ce qu'en France, il n'y a pas les procès sur les agressions sexuelles sur mineurs ne sont pas ouverts au public, contrairement à d'autres, par exemple les procès pour crime. Alors c'est vrai que pour ça protège les enfants, mais d'un autre côté, ça fait qu'il y a une couverture de presse beaucoup moins importante pour ces affaires qui sont en fait très importantes. Donc c'est compliqué. Donc à suivre malheureusement dans ces prochains mois. Normalement, c'est quand même une grosse affaire qui va aboutir et potentiellement avec un impact pour la mairie de Taipei. Voilà. On espère que malgré tout, vous passiez un bon dimanche. Oui, et puis une bonne suite d'écoute sur notre programme en ligne.